Bonjour à tous, je vous propose de réviser les points essentiels du diagnostic et du traitement de l'embolie pulmonaire en 15 minutes chrono. Le principe du diagnostic de l'embolie pulmonaire repose sur l'évaluation de la probabilité clinique d'embolie pulmonaire, dite probabilité pré-test, à l'aide d'un score, le plus souvent le score modifié simplifié de Genève, puis la transformation de cette probabilité pré-test en probabilité dite post-test par un examen paraclinique, le plus souvent l'angioscanner thoracique. Et c'est cette probabilité post-test, la probabilité de la maladie, qui sert à la décision thérapeutique. Cette évaluation de la probabilité clinique de l'embolie pulmonaire est vraiment la première étape de la démarche diagnostique. Si on a une hypothèse qu'il puisse s'agir d'une embolie pulmonaire, on évalue la probabilité clinique avec notre score clinique, par exemple le score de Genève modifié. Si la probabilité clinique est forte, il faut faire une imagerie thoracique en première intention. On va y revenir. Si la probabilité clinique n'est pas forte, c'est-à-dire si elle est faible ou intermédiaire, c'est dans ces cas-là que le dosage des dédimères sera utile, parce que si leur dosage est normal, il permet d'exclure avec une bonne probabilité le diagnostic de l'embolie pulmonaire. L'évaluation du risque de l'embolie pulmonaire, qui correspond au risque de mortalité à 30 jours, est absolument essentielle dans l'embolie pulmonaire, car elle détermine la prise en charge. On parle d'instabilité hémodynamique dans 3 circonstances, s'il y a arrêt cardiaque, choc hémodynamique obstructif par occlusion des artères pulmonaires, ou une hypertension artérielle à moins de 90 mm de mercure ou avec une diminution de plus de 40 mm de mercure persistant plus de 15 minutes en l'absence d'arythmie, d'hypovolémie et de sepsis. On parle alors de risque élevé d'embolie pulmonaire et l'indication sera celle d'une fibrinolyse. S'il n'y a pas d'instabilité hémodynamique, on calcule le score PESI simplifié. Ce score est supérieur à 1 s'il y a au moins l'un des critères suivants qui est rempli, un âge à plus de 80 ans, une saturation à moins de 90%, une pression artérielle systolique à moins de 100 mm de mercure, une fréquence cardiaque à plus de 110, un cancer ou une insuffisance cardiaque chronique ou une maladie respiratoire chronique. Si l'un de ces critères est présent, il s'agit d'une embolie pulmonaire à risque intermédiaire. Si le score PESI simplifié est nul et qu'il n'y a pas d'instabilité hémodynamique, il s'agit d'une embolie pulmonaire à risque faible. Les embolies pulmonaires à risque faible ou intermédiaire relèvent d'un traitement par les anticoagulants. Le diagnostic de l'embolie pulmonaire sans instabilité hémodynamique est simple. Dans un premier temps, on évalue la probabilité clinique de l'embolie pulmonaire par le jugement clinique ou le plus souvent par un score, par exemple le score de Genève simplifié. Si le score est faible ou est intermédiaire, on dose les dédimères. Si les dédimères sont négatifs, il n'y a pas d'embolie pulmonaire, pas de traitement. Si les dédimères sont positifs, on fait un angioscanner thoracique qui nous montrera absence d'embolie pulmonaire, pas de traitement, présence d'embolie pulmonaire, traitement. Si la probabilité clinique est élevée, on fait un angioscanner thoracique qui peut montrer l'absence d'embolie pulmonaire. Et dans ce cas, il n'y a pas d'indication thérapeutique, ou si on garde une suspicion clinique importante, on peut faire un autre examen, par exemple une scintigraphie pulmonaire. Et si l'angioscanner thoracique montre une embolie pulmonaire, il y a une indication de traitement anticoagulant. Voici un exemple d'embolie pulmonaire, ici bilatérale, proximale. En 1, l'aorte thoracique ascendante, en 2, la veine cave supérieure, et les flèches montrent un thrombus proximal de l'artère pulmonaire droite, avec cette hypodensité de bord cupuliforme et un produit de contraste qui entoure
la zone hypodense, qui est caractéristique du signe direct de l'embolie pulmonaire à l'angioscanner thoracique. Il y a également une embolie pulmonaire contralatérale, ici, d'une branche de l'artère pulmonaire de plus petite taille. Le traitement de l'embolie pulmonaire sans instabilité hémodynamique, à risque faible ou intermédiaire, et l'hospitalisation. La majorité des cas d'embolie pulmonaire sont hospitalisés, le plus souvent pour une courte durée. Le repos au lit est très bref, le lever peut être autorisé dès 1 heure après le début d'un traitement anticoagulant efficace. Et la contention veineuse est indiquée s'il y a une phlébite profonde, qu'elle soit symptomatique ou non, pour prévenir la maladie veineuse post-thrombotique, c'est-à-dire les séquelles de phlébite et non pas le risque de récidive d'embolie pulmonaire. L'oxygénothérapie est adaptée à la gazométrie artérielle. Le traitement des embolies pulmonaires de risque faible ou intermédiaire repose sur le traitement anticoagulant, pour lequel il y a à la phase initiale 2 options. La première option est celle des héparines, héparines de pas à poids moléculaire ou fondaparinux, avec une efficacité équivalente de ces traitements, mais on les préfère à l'héparine non fractionnée, sauf s'il y a une insuffisance rénale sévère avec clairance de la créatinine inférieure à 30 ml par minute. La seconde option de traitement est de recourir aux anticoagulants oraux directs, en particulier le rivaroxaban ou l'apixaban. Ces médicaments sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale sévère avec une clairance de la créatinine à moins de 30 ml par minute. Ils sont aussi efficaces que le traitement dit conventionnel par héparine de bas poids moléculaire avec relais précoce par les antivitamines K, mais avec un moindre risque hémorragique, en particulier moins d'hémorragie intracrânienne et moins d'hémorragie grave. Ils sont donc de plus en plus souvent préférés au traitement par héparine de bas poids moléculaire suivi par le relais avec K. La durée du traitement anticoagulant dépend du facteur favorisant, de sa persistance ou non, et du caractère récidivant éventuel de l'embolie pulmonaire. Schématiquement, une première embolie pulmonaire provoquée, c'est-à-dire associée à un facteur majeur transitoire, sera traitée au moins 3 mois. Si le facteur favorisant était plus mineur mais transitoire, le traitement sera d'au moins 6 mois. Une première embolie pulmonaire sans facteur favorisant sera traitée 6 mois minimum, tant que la maladie persiste, voire pour une durée non limitée, plus d'1 an, si le risque hémorragique est faible ou modéré. Enfin, une embolie pulmonaire sans facteur favorisant, récidivante, est habituellement traitée de façon illimitée si le risque hémorragique est faible ou modéré. Donc on prend en compte à la fois le facteur de risque de thromboembolie, son caractère transitoire ou persistant, et le risque hémorragique du patient, faible ou modéré, ou au contraire élevé. Les interruptions caves ou filtres caves ont des indications qui sont rares. Il y a 2 indications reconnues. La première indication est une récidive d'embolie pulmonaire prouvée sous traitement anticoagulant bien conduit. Si le traitement a été mal conduit, l'indication est celle de prendre un traitement anticoagulant bien conduit et non pas de mettre un filtre cave. Deuxième indication, c'est celle d'une phlébite profonde avec une contre-indication absolue aux anticoagulants, qu'elle soit temporaire ou prolongée. Et les contre-indications absolues aux anticoagulants sont une hémorragie active, un accident ischémique cérébral de moins de 2 mois ou une hémorragie intracrânienne. Voici l'algorithme diagnostique devant une suspicion d'embolie pulmonaire chez un patient qui a une instabilité hémodynamique, c'est-à-dire un arrêt cardiaque, un choc obstructif ou une hypotension artérielle persistante. En première indication, on fait au lit du patient une échographie cardiaque transthoracique
à la recherche de signes de dysfonction ventriculaire droite. S'ils sont absents, on cherche une autre cause d'instabilité hémodynamique. S'il y a à l'échographie cardiaque des signes de dysfonction ventriculaire droite, on fait un angioscanner thoracique s'il est disponible, qui peut mettre en évidence l'embolie pulmonaire que l'on traite. Si l'angioscanner thoracique ne montre pas d'embolie pulmonaire, on cherche une autre cause d'instabilité hémodynamique. Si l'angioscanner thoracique n'est pas réalisable, on conduit la suite des investigations en fonction des examens qui sont disponibles localement. Le traitement de l'embolie pulmonaire à risque élevé est conduit dans une unité de soins intensifs ou une réanimation, avec immédiatement une oxygénothérapie nasale, ou qui peut aller jusqu'à la ventilation mécanique s'il y a un arrêt cardiaque ou des troubles de conscience. L'instabilité hémodynamique est traitée par une expansion volémique, c'est-à-dire la perfusion de sérum physiologique, mais qui est modérée, qui est prudente, et qui est associée, si c'est insuffisant, à des inotropes, dobutamine ou noradrénaline en cas de choc persistant, voire une ECMO véno-artérielle s'il y a une défaillance respiratoire et cardio-circulatoire importante. Et dans l'embolie pulmonaire à risque élevé, il y a une indication de reperfusion. Cette reperfusion est le plus souvent systémique, médicamenteuse, par fibrinolyse intraveineuse, par altéplase par préférence, puis par héparine non fractionnée, avec une interruption pendant la fibrinolyse. L'alternative est représentée par une reperfusion mécanique percutanée au cathéter pour pratiquer une embolectomie ou une fragmentation de l'embole. C'est réservé aux échecs ou aux contre-indications de la thrombolyse, de même que l'embolectomie chirurgicale, qui est une chirurgie lourde sous circulation extracorporelle associée à une mortalité élevée. Voici l'algorithme de suivi après une embolie pulmonaire. On met en place un traitement anticoagulant et les patients doivent être revus entre 3 et 6 mois après le diagnostic de l'embolie pulmonaire aiguë et on recherche s'il y a une dyspnée ou une limitation fonctionnelle importante. S'il y a une dyspnée, on fait une échographie cardiaque transthoracique à la recherche de signes d'hypertension pulmonaire. S'il y a une probabilité intermédiaire ou élevée d'hypertension pulmonaire à l'échographie cardiaque, et a fortiori s'il y a une augmentation du taux de NT-proBNP ou des facteurs de risque d'hypertension pulmonaire thromboembolique, on pratique une scintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion à la recherche d'arguments pour une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, et s'ils sont présents, on adresse à un centre d'hypertension pulmonaire. Attention, dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire aiguë, l'examen clé est l'angioscanner thoracique. En revanche, le diagnostic de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique repose sur la détection par la scintigraphie de ventilation et de perfusion et la confirmation d'une hypertension pulmonaire par le cathétérisme cardiaque droit. Je vous propose de retenir ces quelques points importants sur l'embolie pulmonaire. Tout d'abord, le diagnostic en général de l'embolie pulmonaire repose sur l'évaluation de la probabilité clinique par le score de Genève révisé, le dosage des dédimères si la probabilité clinique est faible ou intermédiaire, parce que les dédimères ont une bonne valeur prédictive négative, puis l'angioscanner thoracique. Un taux de dédimère normal élimine le diagnostic d'embolie pulmonaire ou de phlébite profonde si la probabilité clinique n'est pas forte. La scintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion n'est contributive que dans un tiers des cas environ, et souvent elle n'est pas contributive en cas de trouble ventilatoire obstructif. On lui préfère l'angioscanner thoracique. En l'absence de contre-indication, le traitement de l'embolie pulmonaire à risque faible ou intermédiaire repose sur fondaparinux ou héparine de bas poids moléculaire ou les anticoagulants directs. L'embolie pulmonaire à risque élevé, dite embolie massive, est définie par une instabilité hémodynamique, c'est-à-dire un état de choc ou une hypertension persistante,
Le diagnostic de l'embolie pulmonaire repose alors sur l'échographie cardiaque puis l'angioscanner thoracique et le traitement sur l'héparine non fractionnée et la fibrinolyse. Je vous remercie de votre attention.